Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui on est le 1er janvier, donc comme je fais souvent, bonne année. Je vous souhaite tout ce que vous voulez. Pourquoi pas, hein, soyons fous. Plein de bonnes lectures, que ce soit en BD, en roman, en essai, en tout plein de choses. Je vous souhaite vraiment de super bonnes lectures. Étant donné la production qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'on ne devrait pas avoir de mal à avoir quelques coups de cœur quand même pour l'année 2026. Aussi de bonnes choses pour vos vies quand même, parce que c'est quand même ça qui est le plus important. Du bonheur, du bonheur, du bonheur, de la joyeuseté, de la légèreté, des grands sourires aussi, parce que en ces temps, n'est-ce pas, un petit peu sombres, on aimerait ça sourire un petit peu plus. Donc c'est tout ça que je vous souhaite. Et un petit aparté aussi, si jamais vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais quand même une vidéo par semaine depuis quasiment 2 ans et demi maintenant, parce que j'ai créé ma chaîne en juillet 2023. Aussi mon compte Instagram. Puis sur la chaîne YouTube, on est presque rendu à 800, qui est quand même assez faramineux. Je sais que c'est tout petit en termes YouTube, Booktube et compagnie, mais moi je trouve ça extraordinaire qu'il y ait comme 800 personnes qui soient abonnées à ma chaîne. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Et sur Instagram, en fait, j'ai à peu près 360 followers. Donc c'est vraiment le fun. Puis j'aime beaucoup cette communauté-là, en fait. Les échanges sont super chouettes. Les partages, les opinions qu'on se partage, effectivement, sont vraiment chouettes comme tout, en fait. C'est vraiment très bienveillant, puis c'est vraiment sympathique comme tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. Il y a quand même pas mal de vidéos, en fait, où je parle essentiellement de BD. Je parle aussi un petit peu de romans, c'est un petit peu moins de succès, parce que je pense que le public, en fait, de ma chaîne est plus tourné vers la bande dessinée. Donc si jamais vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est une vidéo, c'est ça que tout le monde fait, finalement. Les meilleurs de 2025, donc mes meilleures lectures en bande dessinée 2025. J'en ai récupéré 17, dont 3 séries que j'ai découvertes cette année et que je capote dessus, que j'adore, que je vais vous présenter en premier. Puis ensuite, ça va aller, bon, il y a un ordre croissant sans être franchement croissant, mais il y a quand même un top 5. Donc soyez patients jusqu'à la fin de la vidéo. C'est des bandes dessinées que j'ai lues en 2025, évidemment, mais qui ne sont pas forcément éditées en 2025. Il y en a quelques-unes que j'ai lues qui étaient un petit peu plus d'avant, disons. Donc c'est chouette aussi de les remettre en avant, je trouve. C'est sûr que pour que les gens qui ne me connaissent pas encore, ceux qui me voient sur cette vidéo pour la première fois, sachez que j'ai vécu 20 ans au Québec et je suis rentrée en France en fait pour la famille, pour plein de choses, pour des raisons personnelles aussi, sans que ce soit négatif, au contraire c'est extrêmement positif. Mais je suis rentrée en fait à la mi-septembre cette année, donc en 2025, et je n'ai pas encore récupéré toutes mes bandes dessinées. Donc mes bandes dessinées sont encore en fait en garde-meuble. C'est pour ça qu'il y en a certaines qui vont être en vrai. Donc ça c'est cool parce que je les avais commandées ou je les ai achetées plutôt vers la fin de l'année. Mais sinon il y en a quelques-unes où je vais être obligée de vous mettre les couvertures et quelques extraits de planches pour que vous puissiez savoir c'est quoi le genre de dessin. Mais donc c'est ça. Un jour je vais les récupérer quand je vais m'installer chez moi, quand je vais avoir trouvé un boulot et tout. Pour l'instant je suis chez ma maman, donc ça se passe super bien, mais c'est ça, j'ai pas mes affaires. Surtout mes bandes dessinées. Bouh. En tout cas, donc c'est ça. On va pas tergiverser plus longtemps pour quand même une introduction qui dure depuis 3 minutes, c'est un petit peu long. Mais c'est ça, donc c'est parti pour les séries d'abord que j'ai découvertes et que j'ai trouvé absolument géniales. C'est sûr que je vous rabâche un petit peu les oreilles avec ces séries-là depuis un petit moment, mais je peux pas m'empêcher effectivement de les représenter dans ma vidéo préférée 2025 parce que ça fait vraiment partie de mes découvertes positives. La première série que je vais vous présenter en fait, c'est une série qui est très polar noir, très alambiquée un petit peu avec un scénario vraiment béton, et c'est Nuri au scénario et c'est Bruno au dessin, et c'est Tyler Cross. Il y a 3 tomes jusqu'à date. J'ai préféré le premier pour la surprise, parce que le détective, là, en fait, on ne sait pas trop sur quel pied il danse. C'est un petit peu un enfoiré, il bouffe à tous les râteliers un petit peu au niveau mafia, trafic, vol, tout ce qu'on veut, et aussi punition, effectivement, des méchants. Et c'est un scénario vraiment génial, quoi. C'est un scénario vraiment, vraiment génial. Ça tire dans tous les sens, ça présente plein de choses qui sont franchement tordues, pas très légales. En tout cas, j'ai adoré ce scénario-là. C'est une des bandes dessinées que j'ai vraiment adoré. Probablement que je vais répéter ça 12 millions de fois. Puis, j'ai beaucoup aimé donc le premier, j'ai bien aimé le deuxième. J'ai un petit peu moins aimé le troisième. Je me souviens plus trop pourquoi, mais c'est ça. J'ai moins aimé le troisième épisode. Donc ça, c'est une série que je vous conseille vraiment à fond la caisse. C'est vraiment génial. Dans le genre polar noir, effectivement, puis vraiment avec un héros qui est pas vraiment un héros. On sait pas trop sur quel pied danser avec ce gars-là, mais bref. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, on va taper dans le western. Là, je pense que j'arrête pas d'en faire la pub parce que je ne m'en lasse pas et je pense que
les bandes dessinées, je me suis arrêtée au 5 ou au 6 je pense. Et les bandes dessinées se valent vraiment, sont vraiment excellentes. Là c'est scénarisé par Xavier Dorizon, c'est dessiné par Raph Meyer et colorisé par Caroline Delabie et c'est effectivement Undertaker. Alors là je vous le présente effectivement tome 8 que je n'ai pas lu encore. On y suit lui, donc Undertaker, qui est un croque-mort, qui en fait va avoir sa vie bouleversée par plusieurs personnages auxquels il va rester accroché plus ou moins, dont une femme d'ailleurs. Puis les scénarios sont excellents. En général, ça marche par deux, donc un tome 1, un tome 2, ensuite un tome 3, un tome 4, où les histoires se terminent effectivement dans le deuxième tome, disons. Puis le dessin est magnifique, ce que ça dénonce, c'est débile. C'est vraiment le western dans toute sa poisse, sa crasse, le sang, tout ce qu'on veut en fait. Donc c'est vraiment génial. Puis il y a un petit peu d'humour aussi quand même, histoire d'alléger un petit peu l'atmosphère, disons. Et ce personnage-là est franchement attachant en fait. Il n'est pas noir ou blanc en fait, il est plutôt gris. Donc c'est ça qui rend le personnage intéressant. Donc c'est une série que je vous conseille. C'est sûr que là on est rendu au tome 8, donc ça fait un petit paquet de tomes à acheter, mais c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et la dernière série que je vais vous présenter, toujours en western, mais avec une espèce de dimension un petit peu plus philosophique, je dirais. Là, c'est dessiné, effectivement, je vous rabâche aussi beaucoup les oreilles avec ça, mais c'est ça. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, vous savez aujourd'hui, en fait, ce que j'aime vraiment. C'est dessiné, colorisé, tout ça, en fait, scénarisé par une famille, disons, parce que c'est Olivier, Jérôme et Anne-Claire Jouvray qui s'y collent, et c'est Lincoln. Alors, j'ai le tome 2 à vous présenter parce que le tome 1 est dans les cartons. Là, on suit effectivement ce personnage-là. Je vous montre un peu les dessins. Le personnage, effectivement, est un type extrêmement désabusé, qui n'en a rien à foutre de rien, qui est un orphelin, en fait, qui a grandi un petit peu dans le rien et le tout et n'importe quoi, qui est extrêmement philosophe par rapport à la vie, qui n'en a rien à secouer. Et en fait, il est pris en main par Dieu. Et Dieu va lui donner l'immortalité. Donc en fait, il va croiser plein de personnages, des situations complètement rocambolesques. C'est bourré d'humour, c'est bourré de philosophie, de considérations effectivement politiques, humaines. C'est génial. Alors j'ai lu, je pense que j'ai été jusqu'au numéro 3. Puis apparemment, il voyage pas mal. Il va même jusqu'à New York à un moment donné. Puis, mais c'est excellent. Enfin, c'est une bande dessinée, une série que je vous conseille aussi à 2000%, vraiment. C'est excellent. Je me rends compte que j'ai pas du tout donné les maisons d'édition pour les 3 séries en fait que je vous ai présentées. Donc Undertaker et Tyler Cross, c'est chez Dargo, et Lincoln, c'est chez Paquet. Puis là, on attaque le nerf de la guerre, donc plus les one-shots. Je les ai présentés effectivement plus ou moins par appréciation, mais c'est que des coups de cœur que j'ai eu en fait cette année, donc c'est un petit peu compliqué de les classer, c'est toujours le même principe. Donc on va commencer par celui qui est au bas, puis on va effectivement grimper jusqu'à mon top 5. Donc on revient à nos moutons. Donc chez Le Lombard, dessiné par Mazel et scénarisé par Zidrou, et c'est Virgile. Ça a vraiment été un coup de cœur. Il y en a qui disent que ça tire un petit peu les larmes et tout, mais oui et non. On va suivre l'histoire de ce type-là, en fait, il va lui arriver une grosse crasse au niveau santé, et on va suivre son parcours, en fait. On suit son parcours, effectivement, personnel, on suit son parcours par rapport à sa famille, par rapport à son histoire, son background et compagnie, et c'est super génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super chouette. Profond, très humain encore une fois, très philosophique. En plus c'est un personnage qui est vraiment sympathique comme tout parce qu'il a beaucoup d'humour aussi. Donc puis les dessins sont magnifiques, les couleurs sont assez éclatantes, très discrètes quand même pour dépeindre plusieurs choses. Et voilà ce qu'on peut avoir comme double page. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. C'est très poignant, c'est très beau. Ça se termine aussi. Il y a une conclusion. On voit, comme je vous dis, on voit aussi son parcours quand il est petit. On voit ses enfants. On voit. Puis vous voyez, c'est beaucoup aussi avec une couleur qui est très douce, très rose, souvent à l'hôpital. Puis, mais c'est pas triste. C'est pas plombant. C'est juste la vie en fait. La vie avec une maladie, puis il est censé s'en remettre, on ne sait pas s'il va s'en remettre, il est entouré d'amis, sa famille vient le visiter assez régulièrement. Donc non, c'est une bande dessinée effectivement que j'ai beaucoup aimé aussi cette année. Ensuite, une bande dessinée dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, effectivement dans une de mes dernières vidéos, c'est encore Le Lombard. C'est dans la collection signée. C'est le scénariste de Lincoln, donc c'est Olivier Jouvray. Et c'est Salcedo en fait qui se colle au dessin, et c'est Nous ne serons jamais des héros. Une histoire absolument géniale, encore une fois, entre un père et son fils, qui s'entendent pas super bien. Et le père en fait a une maladie un petit peu dégénérative, donc il décide, avant d'être complètement à la ramasse, de faire appel à son fils pour l'emmener voyager à divers endroits. Alors quand on dit voyager, c'est dans les pays étrangers, hein.
c'est pas juste en France. Et on va suivre effectivement comment leur relation va se révéler, quoi. Le fils est un petit peu un glandeur, un petit peu au chômage, plus ou moins. Il sait pas trop qui il est, il sait pas trop quoi faire de sa vie, etc. Alors que le père, effectivement, est quelqu'un d'extrêmement bourru, très brut de pomme et tout. Et le dessin est génial. Enfin, moi, j'ai trouvé le dessin absolument super. Puis on voyage un petit peu partout. Ils vont en Inde, ils vont en Écosse, ils vont à San Francisco, ils vont un petit peu partout. Et c'est bourré d'humour. C'est bourré d'humour parce que ça reste super naturel, la relation entre ce père et ce fils. Même s'ils s'entendent pas bien, il y a des échanges qui sont franchement drôles, très rigolos, très touchants. Parce que c'est comme une espèce de reconnexion effectivement entre les deux, à leur façon. C'est pas absolu, c'est pas miraculeux, c'est pas extraordinaire, mais ça se fait un petit peu. Puis c'est ça, puis on partage aussi la maladie du père, et parce que c'est un petit peu en fait le voyage initiatique que le père a fait quand il était jeune. Il veut repasser au travers de tout ça. Ça aussi, c'est une excellente bande dessinée que j'ai vraiment adoré, en fait, vraiment. Ensuite, un auteur aussi où je vous rabâche les oreilles, puis en plus, il en édite quasiment une par année. Je pense qu'il est rendu à la 4e. J'ai commandé effectivement chez Momox la première qu'il avait faite et que j'ai adorée, évidemment. Encore une fois, chez Le Lombard, décidément. C'est Jean Crémers, en fait, qui fait le scénario et le dessin, et c'est Vagues de froid. Petit bébé quand même. Encore une fois, une BD très humaine. Parce qu'on va suivre effectivement 2 frères qui se parlent pas forcément très souvent et de façon très ouverte et je veux dire avec beaucoup d'empathie, disons. Le frère aîné a apparemment subi une aventure de vie qui l'a mis un petit peu à terre. Donc on a quand même 2 personnages très intéressants. Donc un qui est un petit peu limite burn-out, puis l'autre qui est un petit peu plus joyeux, mais encore une fois qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui est un petit peu sur la tangente. Et ils vont partir en Norvège. Donc on visite un pays, on visite des atmosphères, on visite la rencontre encore une fois entre ces 2 frères qui vont pas avoir le choix effectivement de vivre ensemble, même si parfois leurs chemins se séparent, en Norvège même. Ils vont vivre des aventures un petit peu chacun de leur côté, même s'ils vont se retrouver effectivement régulièrement. Et c'est poignant, c'est super touchant, c'est très un petit peu onirique. Parfois ça part un petit peu dans une considération un petit peu flyée. Le dessin est très chouette. Regardez-moi ces couleurs, cette douceur, cette simplicité aussi dans le dessin qui est nécessaire effectivement à la rencontre entre les 2 frères. Donc c'est vraiment une excellente bande dessinée. C'est une super belle histoire. Et comme je vous dis, il y a des rencontres qui sont assez particulières dans cette Norvège qui est très déserte et finalement habitée. Donc c'est une bande dessinée que je vous conseille. C'est un auteur que je vous conseille de découvrir. La dernière, je pense que c'est Après l'orage. Je me souviens plus en fait dans quel ordre il les a écrits. Et c'est vraiment excellent. C'est toujours hyper humain. Il a expliqué dans une interview qu'il se base beaucoup sur des membres de sa famille. Donc c'est fiction un petit peu autobio, disons. Donc c'est vraiment extrêmement touchant. Une découverte aussi, pas forcément des auteurs. C'est Hubert au scénario et Zanzim au dessin. C'est eux qui avaient fait Podom à leur époque. Mais avant, ils en avaient fait une autre qui s'appelle Ma vie posthume. Donc c'est chez Glénat cette fois-ci. Donc ça se présente de cette façon-là. Et c'est un coup de cœur, oui, parce que... on y suit en fait une vieille dame qui va finir par décéder, mais qui va ressusciter, disons. Et c'est une vieille dame qui est très isolée et puis avec un caractère de cochon. Elle va apprendre à vivre une fois morte. Donc déjà le scénario, je trouve absolument génial. Puis la façon dont c'est traité, alors c'est sûr que c'est un dessin très spécial. Les cases sont extrêmement régulières. Il n'y a pas forcément de grandes envolées lyriques au niveau des pages entières, disons. Puis c'est encore une fois avec beaucoup de réflexion humaine. Elle va rencontrer des gens, il va falloir qu'elle se fasse effectivement au fait qu'elle est décédée et qu'il faut qu'elle réagisse par rapport à tout ça. Donc il y a de l'humour, il y a beaucoup de philosophie évidemment parce que ça parle quand même de la vie et de la mort. De quelle façon effectivement on peut jouer avec tout ça. Puis elle va en fait vraiment dans sa mort vivre enfin. Donc je trouve que c'est une idée géniale. Ça serait dommage qu'on ne vive pas au moment où on est vivant. Hein. Donc ça donne une leçon, encore une fois, de vie pour nous inciter à vivre au moment où on est debout et on est vivant finalement, plutôt que d'essayer de vivre quelque chose quand on est mort. Mais c'est vraiment génial. Enfin, c'est vraiment... les couleurs aussi sont quand même assez brunes. C'est très discret. Elle a une façon effectivement de se présenter à nous qui est quand même assez stylisée. On voit son parcours, effectivement, on voit effectivement son historique. Qui elle était jeune fille, etc. Donc
C'est une bande dessinée que je vous recommande. Si vous avez pas lu Peau d'homme, allez-y aussi, mais Ma vie posthume, j'ai trouvé que c'était une belle aventure en fait d'une vieille dame, qui décide de changer sa mort en fait. Donc vraiment génial. Bon, j'ai fait une petite coupure effectivement vidéo parce que les bandes dessinées que je vais vous présenter maintenant, je les ai pas en main. Donc il a fallu que j'aille voir chez qui c'est, gna gna gna, c'est qui, je m'en souviens jamais là. Donc la prochaine bande dessinée dont je vais vous parler, c'est un auteur que je pense qui fait un petit peu l'unanimité, un petit peu beaucoup l'unanimité, c'est Chabouté. Cette année j'ai lu Tout seul. Donc c'est chez Glénat. Alors Chabouté, il faut savoir que c'est effectivement un auteur qui raconte beaucoup d'histoires qui sont souvent muettes, très graphiques. Il dessine en noir et blanc. Et c'est toujours extrêmement humain et extrêmement touchant. Il y a vraiment des sujets qui sont assez bouleversants, je dirais. Tout seul, ça parle en fait d'un type qui est tout seul dans un phare, perdu au milieu de nulle part, je pense que c'est en Bretagne. Puis il y a un bateau en fait qui vient l'approvisionner régulièrement. Donc sur ce bateau-là, va y avoir un nouveau marin qui va être intrigué par la présence de ce type-là, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, dans ce phare tout seul? Et alors, Chabouté, il a le don de nous mettre dans des situations qui sont extrêmement contemplatives, mais on ne peut pas s'empêcher d'être touché à chaque dessin. C'est vraiment particulier, en fait, sa façon d'intervenir. Il a souvent des lignes claires, plutôt des lignes sombres, parce qu'il est en noir et blanc. Donc, on dirait parfois que ces dessins sont comme en négatif. Mais ça apporte une espèce de dimension quand même assez anguleuse à ses dessins, mais c'est génial. Puis son propos est extrêmement touchant, très, très bouleversant, très simple, parce que très humain. C'est vraiment souvent des dessins en fait d'observation. Donc on voit des gens de dos, on voit juste un banc, avec sur plusieurs dessins, avec juste une feuille qui vole. Puis rien que ça, moi je trouve ça extraordinaire, quoi. Donc Tout seul, c'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande. Ensuite, un autre de mes coups de cœur aussi qui m'a surprise, mais que j'adopterai, que je vais probablement relire cette année ou l'année prochaine, parce que quand je vais récupérer toutes mes BD, c'est Pylomane. Donc ça, c'est encore une fois chez Glénat. Alors c'est scénarisé par Stéphane Grodé et dessiné par Théo Calmejane. Alors ça, c'est une bande dessinée qui est assez surprenante, et par son propos et par le dessin. Le dessin qui est quand même assez simple, mais coloré, divers, quand même assez, je trouve extrêmement abordable encore une fois. Puis on va suivre le parcours d'un type qui se retrouve au chômage, il était routier, il a une femme, il n'a pas d'enfant. Il va postuler dans une entreprise qui offre les services d'être un oreiller vivant en fait. Donc c'est assez particulier parce qu'il va être embauché, chose qui va le surprendre. Il va faire son métier de la façon la mieux possible. Donc il va effectivement aller chez certaines personnes avec son oreiller et son pyjama, et il va servir d'oreiller vivant. Donc il va avoir affaire à plein de gens différents qui font des insomnies, qui font des burn-out, qui sont pas capables de s'endormir ou qui ont besoin effectivement d'avoir quelqu'un proche d'eux pour pouvoir dormir une nuit complète par exemple. Donc il va avoir affaire à des vieux, des jeunes, des moins jeunes, des angoissés, des pas angoissés, des riches, des pauvres, etc. Et il va faire son métier d'une façon tellement bonne qu'il va devenir en fait un des meilleurs employés effectivement de l'entreprise. Par contre, au niveau personnel, ça va s'entrechoquer parce qu'il va jamais le dire en fait à sa femme, puis à un moment donné, elle va le découvrir. Donc je vous laisse découvrir cette bande dessinée-là qui est très tendre, très douce. Encore une fois, on rencontre des humains. Donc c'est assez fascinant, de toutes sortes et de tout acabit. Donc c'est vraiment chouette. Et avec ce fil rouge de ce type très doudou et très calme et très posé, et qui va se découvrir une espèce de mission dans la vie qui est franchement intéressante. Donc ça aussi, c'est une bande dessinée que j'ai adorée en fait cette année. Ensuite, une bande dessinée qui m'a franchement étonnée. Je m'attendais pas à ça du tout, c'est encore du noir et blanc. Cette fois-ci, on est chez Delcourt et c'est scénarisé par Serge Lehmann et c'est dessiné par Stéphane de Caneva et ça s'appelle Les Navigateurs. Ça aussi, c'est une bande dessinée qui m'a franchement fascinée parce que on démarre en policier, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui va rappeler ses compagnons de vie d'il y a 20 ans pour renouer en fait les liens. Donc ils sont une fille et 3 gars. Et quand les 3 gars, effectivement, vont la rejoindre, elle va disparaître, en fait, quelques temps plus tard. Et ils vont mener une enquête. Alors, c'est extrêmement fascinant parce que l'enquête est super pointue, il va y avoir des recherches de documents, ils vont aller loin, effectivement, dans la façon de mener leur enquête par rapport à la disparition de leur ami. Et ça va nous mener, en fait, il y a plusieurs niveaux dans cette bande dessinée-là. Il y a le niveau enquête, il y a le niveau
découverte de où ça va les mener et où est-ce que ça va les mener. Donc c'est vraiment, il y a comme 3-4 niveaux différents par rapport à comment Serge Lehmann va nous emmener dans cette intrigue-là. C'est super bien fait, c'est très intriguant, ça nous mène un petit peu dans le fantastique, et c'est là où effectivement l'histoire bascule à un moment donné, et ça devient franchement fascinant, quoi. Ça nous mène dans des sphères qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Donc moi j'ai adoré cette bande dessinée-là. Je suis restée scotchée effectivement par rapport à l'histoire de début à la fin, parce qu'au début, c'est comme je vous dis, c'est juste policier, c'est bien foutu, mais au fur et à mesure, ça bascule dans quelque chose qui est encore plus fascinant. Donc c'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande aussi. C'est sûr que c'est en noir et blanc. Le dessin est quand même assez intéressant, il est riche. Les cases sont quand même assez remplies. Donc c'est quand même un dessin qui nous mène loin, dans des sphères insoupçonnées. Donc c'est un ensemble qui fait que moi j'ai été vraiment emmenée de A à Z jusqu'à la fin. Et il y a des retournements, il y a des twists, il y a des rebondissements, il y a des choses à découvrir, il y a plein de trucs. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé effectivement cette histoire-là. Ensuite, un auteur que j'ai découvert vraiment cette année, parce que j'ai lu une de ses bandes dessinées que je vous ai présentée dans une vidéo précédente. D'ailleurs, je pense que c'était une de mes recommandations à Noël. C'est Philippe Valette. Et la bande dessinée qui a viré coup de cœur, c'est L'héritage fossile. Encore une fois, chez Delcourt. Alors là, c'est une BD science-fiction humaine, etc. Enfin, évidemment, il y a plein de choses là-dedans. Le format est carré, donc c'est assez particulier. C'est pas une bande dessinée effectivement dans la longueur, c'est vraiment carré. Ça gêne pas du tout, enfin je veux dire pour la lecture c'est impeccable. Et encore une fois très fascinant. On commence d'abord avec un duo, donc un homme et une jeune fille qui sont sur une planète complètement désolée où ils vont en fait de vaisseau craché en vaisseau craché pour découvrir des choses. En fait ils veulent découvrir des bidules en fait physiques, enfin du matériel, ils récupèrent des choses sur les vaisseaux qui croisent. On ne sait pas trop pourquoi au départ. Puis on bascule dans l'avant, qui est donc un vaisseau qui est en voyage depuis plusieurs années. Tellement plusieurs années que ça fait quasiment 20 000 ans que les astronautes en fait voyagent. Alors c'est sûr qu'ils sont endormis, c'est sûr qu'ils vont pas vivre 20 000 ans, mais ils sont endormis puis ils sont réveillés régulièrement. Et à chaque réveil, il y a quelque chose qui se passe, dont une maladie qui leur arrive sur les mains, le visage, etc., qui les fossilise. Donc l'endormissement n'est pas à 100% en fait efficace, notamment pour le réveil, parce qu'ils doivent surveiller effectivement où est-ce qu'ils arrivent, etc. Ils sont en voyage vers une planète qui est supposée être viable, parce qu'ils fuient la Terre qui est en train de se détruire. Donc il y a un message écologique, il y a un message humain, il y a un message aussi effectivement travail d'équipe, de quelle façon on peut contrecarrer une maladie. Il y a plein de choses dans cette bande dessinée qui est franchement fascinant. Et on apprend en parallèle effectivement qui est ce vieil homme et cette jeune fille et pourquoi ils sont sur cette planète-là et qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur but. Donc j'ai vraiment été fascinée par ça. La science-fiction est quand même assez pointue, même si ça reste en huis clos dans le vaisseau. Mais on a ce parallèle sur la planète. Donc c'est un joli mélange. C'est complètement différent de la bande dessinée que j'ai lue aussi cette année, qui est Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Ça n'a rien à voir. Disquette molle, c'est complètement loufoque et très complètement flyé et très étrange et super drôle. Alors que l'héritage fossile, c'est un petit peu plus les deux pieds dans la réalité, même si c'est de la science-fiction. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment fascinée. Et on termine en fait avec, avant mon top 5 finalement, on termine avec une bande dessinée que j'ai en vrai, qui est, alors cette fois-ci chez Delcourt, dans leur collection Mirage, scénarisée par Erol, dessinée par Tancrel et colorisée par Merlet. Et c'est La Terre Verte. Ça aussi, c'est une bande dessinée que je vous recommande et que j'ai adorée effectivement en 2025. C'est très moyenâgeux, c'est au crépuscule du Moyen-Âge donc. On va suivre en fait plusieurs personnages, je vous mets un petit peu le résumé, plusieurs personnages qui vont s'entrecroiser sur une île. Donc surtout lui, qui a une soif énorme de pouvoir. Alors moi j'ai adoré la couleur, parce que je trouve que la couleur fait aussi partie de la bande dessinée. Il a été édité aussi en noir et blanc, mais j'accrocherai moins en noir et blanc effectivement. Puis c'est encore une fois très pointu au niveau du développement de chaque humain, parce qu'il y a plein de personnages différents, dont le personnage principal qui, comme je vous dis, c'est la crise au pouvoir, donc il va faire tout pour arriver au pouvoir. On est sur une île en fait complètement perdue au milieu de nulle part, donc il y a déjà des villageois, mais les conquérants vont arriver là-dedans et foutre un grand coup de pied dans la fourmilière, donc c'est ça qui va bouleverser plein de choses. La religion est extrêmement présente, de façon pas très jolie. Il y a un aspect effectivement de la spiritualité qui est pas joyeuse, disons,
Puis on va suivre aussi les autochtones, on va voir de quelle façon ils sont envahis, de quelle façon ils vont effectivement chasser sur cette île. En tout cas, en plus, il y a vraiment de quoi lire. C'est extrêmement riche comme environnement. C'est super, super intéressant dans le développement des personnages, parce que ça va vraiment jusqu'à des fois des choses qui ne sont pas jojo, en fait, honnêtement. Puis, mais il y a aussi des belles choses, parce qu'il y a aussi de l'amour là-dedans, d'une certaine façon, entre certains personnages. Donc non, c'est une super bonne bande dessinée que je vous recommande aussi en lecture moyenâgeuse, en lecture découvrir qui est le plus fort, qui est le moins fort, qui peut aimer qui, de quelle façon effectivement on peut se rencontrer dans des conditions assez drastiques. C'est super bien dessiné, il y a des pages entières des fois seulement comme ça en fait. Le découpage est quand même assez travaillé. C'est une excellente bande dessinée, vraiment. Et Youp la Boom Tagala Twan Soin, on arrive effectivement au top 5. C'est sûr que vous allez reconnaître certaines bandes dessinées que d'autres ont déjà mis en piédestal, ça c'est certain. C'est sûr que ça a été super compliqué de savoir qui je mets quoi en avant. Peut-être que ça va vous surprendre, peut-être pas vous surprendre, je sais pas. Mais bref, on ne tergiverse pas plus longtemps et let's go, c'est parti. En top 5, une bande dessinée qui m'est tombée sous l'œil, vraiment, et qui va me faire probablement aimer le genre. On est aux éditions Delcourt, c'est scénarisé et dessiné par un seul gars qui a fait du boulot de débile, enfin moi je trouve ça extraordinaire, c'est Ismaël Legrand pour Deathbringer. Alors là on est les deux pieds dans la dark fantasy, genre que je ne connaissais pas tant que ça, et je suis restée sous le charme, vraiment. On va suivre encore une fois différents personnages, on va suivre une jeune fille, on va suivre un chevalier solitaire, on va suivre des sorcières, on va avoir toute une histoire aussi en background. Puis comme c'est de la dark fantasy, il y a de la sorcellerie, il y a du mystère, il y a des recherches de pouvoir, il y a des tueries, il y a des monstres, il y a plein de choses là-dedans, c'est extraordinaire. Moi je suis restée vraiment sur le cul, et alors le graphisme, au secours. Et voilà, c'est en noir et blanc, donc ça pouvait pas être en couleur, c'est sûr. C'est extraordinaire, de précision. C'est un boulot, je pense, de fou. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait en traditionnel ou à l'ordinateur, mais c'est sublime. C'est sublime. Les combats sont superbement représentés. Les personnages ont toujours des traits extrêmement fins, avec beaucoup de détails dedans, au poil près, je dirais. C'est sublime, je veux dire, c'est extraordinaire. L'histoire est super bonne aussi, parce qu'elle est à plusieurs niveaux. On pourrait penser que c'est manichéen, et pas du tout. C'est extrêmement gris, ça a double facette, triple facette, quadruple facette. Les gens vont se retrouver dans des conditions qui peuvent être parfois non idéales, alors qu'on pourrait penser que ça serait chouette s'ils se retrouvaient dans des conditions pour combattre le mal. Et c'est ce qu'ils vont faire, évidemment. Dark Fantasy, c'est sûr qu'il y a toujours un gros méchant, hein. Mais j'ai été fascinée, puis alors, vous voyez, il y a plein de pages. Ça doit faire au moins 150 pages, je pense. Comme je vous dis, on voit plusieurs types de personnages. Tous plus sombres les uns que les autres, mais tout en étant humains quand même quelque part. C'est ça qui a été un tour de force, je trouve, de sa part. C'est-à-dire, moi qui ne suis pas dark fantasy du tout, j'ai quand même eu le cœur accroché, effectivement, par rapport au personnage. Donc c'est vraiment une bande dessinée. Je ne sais pas si on peut commencer la dark fantasy avec cet ouvrage-là, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Je ne sais pas en combien de temps il a pondu, probablement en plusieurs années, mais mon Dieu qu'il a bien fait. C'est une excellente bande dessinée en fait, dans le genre. En tout cas, ça méritait vraiment mon top 5. Ensuite, on continue un petit peu dans le sombre, le noir et blanc. J'ai été pas mal noir et blanc cette année, je crois. Cette fois-ci, c'est chez 404 Graphiques. Je pense que vous allez les retrouver souvent dans les tops. C'est dessiné, scénarisé par E.M. Carroll, et c'est une invitée dans la demeure. Ça aussi, beau bébé, mais tant mieux parce que l'histoire est extrêmement riche. On va suivre en fait cette femme-là qui s'est remariée avec un type veuf dont la mort de la première femme est un petit peu mystérieuse. Donc, encore une fois, une bande dessinée à plusieurs niveaux. C'est super bien dessiné, comme je vous dis, noir et blanc. Des fois, il y a des explosions de couleurs parce que elle est une petite femme sans prétention. En fait, elle n'a pas beaucoup de personnalité, mais elle a un univers onirique qui est assez fascinant, qui est puissant et
qui est beaucoup liée en fait à sa démarche à elle, qui a beaucoup de failles. Elle ne sait pas trop où se situer par rapport à sa nouvelle famille, donc un homme et sa petite fille, qui a une dizaine d'années à peu près. Mais elle essaye en fait de trouver sa place là-dedans. Elle a un petit boulot qui ne paye pas de mine. En fait, elle est caissière dans un supermarché. Mais à un moment donné, effectivement, il y a de la couleur qu'embarque. Alors, le dessin de E.M. Carroll, c'est absolument magnifique. Déjà, vous pouvez voir la couverture, elle est sublime, vraiment. Et il y a un côté fantastique, en fait, qui embarque dans l'histoire. Parce qu'au fur et à mesure où cette femme-là va se découvrir petit à petit, va petit à petit prendre sa place dans la famille, dans sa propre vie à elle, la couleur va embarquer et elle va être liée beaucoup, en fait, à la femme, la première femme du bonhomme, de son mari, en fait, parce que cette femme-là va revenir comme un fantôme. Alors des fois, c'est pas très joyeux, c'est pas très beau en fait. Des fois, c'est vraiment comme ceci par exemple. Mais ça reste très fluide au niveau de raconter l'histoire. On n'est pas perdu. Ça peut être effrayant parce qu'il peut y avoir effectivement des monstres qui interviennent. Elle, on a envie qu'elle s'en sorte en fait. On a vraiment envie qu'elle sorte de tout ça, de ce marasme dans lequel elle est enfermée en fait depuis plusieurs années. Puis est-ce qu'elle va réussir, pas réussir? C'est juste ça. Le dessin est absolument magnifique. Enfin, je veux dire, le dessin, l'histoire, la façon de traiter l'histoire est en continuité, case après case. On marche avec elle, on a peur avec elle, on craint en fait les choses qu'elle craint. On est vraiment embarqué en fait dans son histoire. Donc c'est une bande dessinée effectivement que je vous recommande. Il faut avoir peut-être le cœur un petit peu accroché parce que ça parle profond en fait. Ça dévoile des choses au niveau humain, au niveau se considérer soi, comment grandir effectivement par rapport à certaines situations de vie qui peuvent être effectivement extrêmement bouleversantes. Donc, mais c'est une bande dessinée en fait top 4, ça a mérité aussi le top 1, mais c'est ça, il fallait que je fasse un top 5, n'est-ce pas? Donc celle-là aussi, je vous la recommande. Ensuite, une bande dessinée, alors on continue effectivement dans le Canada parce qu'une invitée dans la demeure, l'auteur E.M. Carroll vient du Canada. Et là aussi, en fait, le scénariste est québécois, il habite à Montréal en tout cas. Et on est cette fois-ci chez Daniel Minguien. Donc c'est Le Renard au scénario et Puviland au dessin et c'est Thrillerville. Alors cette BD-là, c'est mon top 3. D'abord, comme je vous expliquais au début de la vidéo, j'ai vécu 20 ans au Québec, donc forcément ça me parle beaucoup. Au niveau des plaisanteries, au niveau des petites astuces, au niveau de certains types de langage aussi, en fait, qui sont représentés dans cette bande dessinée-là. Mais surtout, ce qui m'a plu, c'est que on suit des personnages complètement loufoques, quoi. Vous voyez, il y a un Sasquatch donc, qui bouffe effectivement des chasseurs depuis plusieurs années. Puis on suit différents personnages, donc tous plus flyés les uns que les autres. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, au début, c'est à peu près normal, je dirais. Même si effectivement on suit dans la forêt le développement de ce personnage-là. Comment ça se fait qu'il y a un Yeti dans une forêt canadienne, proche d'un village, qui s'appelle au début Tranquilleville, mais qui finalement est tellement flyé que ça finit par s'appeler Thrillerville. Et c'est loufoque, c'est drôle, ça va vite, c'est toujours en mouvement, c'est toujours plein d'action. Il y a des retours effectivement dans l'histoire au niveau du temps pour expliquer certaines apparitions de personnages. Ils vont se retrouver mêlés les uns avec les autres. Il y a beaucoup de dénonciations politiques parce qu'effectivement il y a un maire qui est en tout cas qui est un peu pourri. Ils ont tous un truc un peu bizarre. Il y en a certains qu'on va découvrir immortels. On ne sait pas pourquoi. Mais tout ça, ça a de la logique. Ça a du peps. C'est génial. Enfin, c'est génial. Le dessin peut paraître un petit peu cartoonesque, mais franchement pour le propos, ça convient tout à fait. Si ça avait été beaucoup trop réaliste, je pense qu'il y aurait eu un décalage entre l'histoire qui est complètement flyée et le dessin. Mais là, avec ce dessin-là, c'est parfait. C'est impeccable bien. Puis c'est quand même assez bien foutu. Hein. Enfin, c'est pas juste des cases les unes à côté des autres. Il y a des trucs, effectivement, qui sont quand même avec des pages entières et des choses comme ça, en fait. Donc, c'est quand même intéressant au niveau du découpage. Puis je vous dis, l'histoire se déroule, en fait, bon, quand même sur quelques temps. Et on va découvrir pourquoi effectivement il y a un Yeti, c'est quoi son rôle là-dedans. Il y a un garde-chasse, il y a un flic qui est à moitié pourri, il y a un maire aussi qui est un peu flyé, il y a une jeune fille qui parle à la radio, il y a une fille qui tient aussi un bar. Puis ça sent le Canada quand même, honnêtement ça sent quand même le Canada, et dans les paysages et dans la façon dont les gens sont en interaction les uns avec les autres. Mais c'est génial, enfin c'est génial.
c'est complètement cinglé, quoi. C'est complètement cinglé. Si jamais vous avez lu Carcajou l'année dernière, je trouve que les deux albums se ressemblent, enfin, ont comme quelques similitudes les uns avec les autres, et c'est jouissif. Enfin, c'est jouissif. Déjà, la couverture vous annonce un peu la couleur. Puis c'est extraordinaire, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré cette bande dessinée-là, quoi. Et en place numéro 2, je pense pas que ça va vous étonner. On la voit partout. Le marketing est comme à 300% hyper blindé, je trouve. On voit effectivement l'auteur un petit peu partout, ce qui est un petit peu beaucoup, je trouve. Mais en tout cas, sa BD se vend extrêmement bien. Puis c'est sûr qu'avec tout le boulot que ça représente, c'est certain qu'il méritait effectivement cette place numéro 2, en tout cas dans mon top 5 à moi. Évidemment, c'est Mathieu Bablé avec le label 619 chez Rutsev pour Silent Jenny. Évidemment, le travail d'édition absolument génial. C'est de la science-fiction. Si vous ne connaissez pas encore, mon Dieu, c'est parce que vous n'avez rien vu, vous n'avez pas vu d'entrevue, vous n'avez pas vu effectivement toutes les revues qui ont été faites dessus. Mais c'est de la science-fiction écologique, particulière, avec des idées absolument géniales, avec encore une fois beaucoup de philosophie, beaucoup de réflexion humaine. On va suivre en fait une jeune fille qui est mandatée par une grosse entreprise pour aller trouver de l'ADN d'abeilles, parce qu'il circule dans un monde qui est complètement aride, complètement fini, où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, il n'y a plus que dalle. Et il y a des vaisseaux, effectivement, qui se baladent là-dessus, sur ce paysage-là, en fait, complètement foutu, et qui peuvent être chassés par cette grosse entreprise-là. Donc il y a un paradoxe, parce que la jeune fille vit sur un de ces vaisseaux-là, mais avec d'autres personnages, effectivement, qui sont un petit peu paumés, mais qui veulent s'en sortir, qui cherchent des moyens pour améliorer leur monde. Et l'univers de Bablé est absolument débilissime, quoi. Enfin, je veux dire, son imagination est géniale. La façon qu'il a de la traiter aussi est assez fascinante, encore une fois, avec des personnages, des fois qui sont peut-être pas très finis au niveau physique, mais quand on est habitué à sa patte graphique, c'est génial. C'est génial. Il avait fait en fait une centaine de pages en fait à la main, puis s'est rendu compte que ça allait lui prendre au moins 10 ans. Donc il a basculé dans le numérique et ça se voit pas du tout, quoi. Alors, il traite de plein de choses, il traite de l'amour, il traite entre personnes de même sexe ou personnes effectivement de sexe différent. Il traite de politique, il traite de pouvoir, d'enfance, parce qu'il y a des enfants en fait qui sont sur ces vaisseaux-là et qui doivent prendre leur indépendance. Ils ont des masques pour éviter la pollution de l'air. Et surtout ce personnage-là qu'on suit, en fait, Silent Jenny, qui veut absolument trouver de l'ADN d'abeille pour pouvoir reconstruire son monde, et qui espère toujours quelque chose de miraculeux. Donc il va aller de plus en plus loin dans l'exploration de son propre monde. Et cette exploration-là se passe en devenant de plus en plus petite, en fait. Puis elle revient en fait elle revient à chaque voyage en fait avec quelque chose de différent en elle. Donc c'est génial. Je sais que j'avais lu Carbone et Silicium, que j'avais beaucoup aimé, qu'il faudrait que je relise à un moment donné. Mais cette bande dessinée-là, je trouve qu'elle a surpassé effectivement le Carbone et Silicium, parce qu'il y a plus de messages, on dirait, là-dedans. Il y a plein de messages, de thèmes différents qui sont abordés et qui sont franchement intéressants, quoi. C'est sûr que c'est via un domaine science-fiction, donc ça peut peut-être en rebuter quelques-uns qui n'ont pas forcément le réflexe. Mais c'est génial, enfin je veux dire... Et voilà les cartes, parce qu'ils naviguent effectivement au travers de ce pays-là pour aller à différents points où elle doit effectivement aller dans des couches de sa planète pour explorer tout ça, quoi. Donc il y a de l'espoir, il y a une absence d'espoir. Ça aussi, c'est absolument génial. Donc c'est une bande dessinée encore une fois, que j'ai adorée, que j'ai vraiment... je suis restée scotchée, en fait. Ça m'a pris, je pense, 3 heures pour la lire. Puis il a fait un travail de fou, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est complètement cinglé, quoi. Vraiment cinglé, les graphismes sont superbes, l'histoire est super bien menée. Comme je vous dis, c'est à plusieurs niveaux, donc c'est une bande dessinée absolument géniale, dans le genre science-fiction, encore une fois, mais qui traite de thèmes humains, quoi. Et roulement de tambour, nous sommes rendus au numéro 1. Je suis pas sûre qu'on le verra en fait souvent dans des top là, mais moi j'ai été bouleversée en fait par cette bande dessinée là. Cette fois-ci, on est chez Dupuis dans leur collection Air Libre. Et c'est Krasinski qui fait le dessin et le scénario. C'est une adaptation d'un livre de Bérengère Cornut, si ça se dit comme ça, et c'est de Pierre Edos.
Ça, vous ne pouvez pas passer à côté de cette bande dessinée-là. Si vous ne l'avez pas lue, lisez-la. Je sais qu'il y a certains puristes qui disent que ils ont préféré le roman parce qu'ils l'ont lu en premier, puis la bande dessinée, en fait, c'est ça. Peut-être le lien entre les deux, peut-être pas super bon. Moi, j'ai pas encore lu le roman, mais j'ai lu la bande dessinée. Puis, je l'ai fait lire à ma mère, qui a adoré aussi, qui n'est pas une très grande liseuse de bande dessinée, mais elle a complètement capoté aussi. Alors, cette bande dessinée-là, c'est un voyage initiatique d'une jeune Inuit qui va se retrouver en fait sur une banquise qui va se séparer en deux. Et en se séparant en deux, elle va l'isoler de sa famille, donc elle va pas avoir le choix de survivre. Et c'est onirique, c'est philosophique. Les aquarelles de Krasinski sont absolument sublimissimes. On a froid, on a peur, on l'accompagne tout au long de son périple, hein, parce qu'en fait elle est jeune. Quand elle va se trouver séparée de sa famille, elle va pas avoir le choix de chasser, de se débrouiller, de survivre. Et on va suivre tout ça, quoi. Elle va croiser d'autres tribus. Avec certaines, ça va bien se passer. Avec d'autres, ça sera un petit peu plus compliqué. Elle va tomber amoureuse. Elle va faire des enfants. C'est tout un univers, en fait, assez brut et sauvage qu'on va découvrir avec cette bande dessinée-là, cette histoire-là, de cette Inuit absolument fascinante, dans un paysage sauvage, brut, qui peut déconstruire des humains assez facilement, qui ont du mal effectivement parfois en fait à se reconstruire, à être entier. Et il y a beaucoup en fait de spiritualité là-dedans, parce qu'elle est accompagnée de ses ancêtres qui des fois en fait apparaissent dans ses démarches, dans sa façon de vivre, dans sa façon de réagir. Il y a de la dénonciation aussi par rapport à certaines relations entre les hommes et les femmes. Les paysages sont magnifiques, la banquise est superbement représentée, la vie aussi effectivement est superbement représentée. Il y a des doubles pages, il y a des pages uniques, il y a un découpage encore une fois qui est très fluide et très doux et très naturel. Il y a des couleurs qui pètent, il y a d'autres couleurs qui sont beaucoup plus brunes, crème, beige. Donc ça donne une ambiance en fait vraiment différente. Il y a des retours, regardez-moi ça si c'est pas beau. Il y a des retours aussi dans l'enfance, il y a des personnages qui prennent le pied sur certains autres, mais on suit toujours le parcours de cette Inuit-là, en fait, qui va nous emmener avec elle, avec laquelle on va souffrir, avec laquelle on va rire, sourire. C'est une histoire absolument magnifique. En tout cas, je trouve que Krasinski a vraiment repris l'histoire de Bérengère Cornut de façon absolument extraordinaire, ce qui va forcément me faire lire le roman. Il a quand même réussi à émailler son récit de certains poèmes inuits aussi, parce que dans le bouquin, quand je l'ai feuilleté, j'ai vu qu'il y avait ça aussi. Donc je pense que la reprise du livre a été de façon extrêmement respectueuse, je pense. Puis moi, je suis tombée amoureuse de cette Inuit, quoi. Enfin, je veux dire, elle est absolument magnifique, en fait. Vraiment magnifique. Donc ça, c'est mon top 1, qui remporte tous les suffrages 2025. J'essaie de la recommander effectivement le plus possible, parce que c'est vraiment une bande dessinée extraordinaire. Voilà pour toutes les bandes dessinées que j'ai préférées en 2025. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres aussi. J'aurais pu faire des mentions honorables, mais je pense que cette vidéo aurait duré 2 heures, parce que j'ai eu vraiment d'excellentes lectures cette année. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était de qualité, les scénarios étaient vraiment bien foutus, ou alors peut-être que j'avais l'esprit très ouvert pour accueillir tout ça, j'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai vraiment été hyper gâtée cette année en 2025. Je ne sais pas ce que ça va donner en 2026, j'imagine que ça va continuer sur la lancée. Puis en étant sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Instagram, bah, c'est sûr que les échanges des uns et des autres, puis les BD qui apparaissent, puis qu'on a envie de lire, c'est sûr que ça nous entraîne dans des lectures qui peuvent être assez positives. Donc voilà pour ce top préféré 2025. Comme je vous disais, peut-être vous abonner à ma chaîne si ça vous tente. Ça serait vraiment chouette pour soutenir la démarche que j'ai de présenter de la BD, quitte à en vomir. C'est le fun, en fait, j'adore. Il y a tellement de talent, tellement de choses fascinantes que je vous invite à en lire. Si vous n'en avez pas lu, allez-y. Puis partagez-moi dans les commentaires quels seraient vos tops aussi. Ça peut être intéressant de voir vers quoi vous vous êtes dirigé cette année. Un top 5, ça suffirait, parce que des fois, ou un top 10, si jamais vous voulez aller encore plus loin. Puis c'est ça, donc je vais vous souhaiter une excellente année 2026, encore, avec plein de choses
positives, belles, fantastiques, qui font du bien, etc. Parce qu'on a vraiment besoin de ça ces derniers temps. Et je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD pour 2026 et à très bientôt. Salut!